bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle qui s'inscrit dans le cadre de mini-conférence des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit prospectif. Mon nom est Riva Zanou et je coordonne ce cycle de conférences avec ma collègue Eve Gaumont qui vous présentera la conférence du jour. La conférencière que nous accueillons aujourd'hui a pour nom Kenza Sassi. Kenza est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, ainsi que d'une maîtrise en droit de l'Université de Laval. Elle complète actuellement son doctorat en droit à l'Université de Montréal sous la direction du professeur Vincent Gautret, en plus d'agir comme chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi membre du barreau du Québec depuis 2015 et à ce titre, elle a pratiqué durant quelques années en cabinet privé, principalement en litige civil et commercial. Parallèlement, elle s'implique au sein de divers organismes dont Éducalois. Sa thèse de doctorat porte sur la preuve technologique et l'intégration des normes techniques. Elle porte un intérêt marqué pour le croisement entre le droit civil et les technologies. Sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue Eve Gaumont pour la présentation de la conférence. La conférence que vous apprêtez à visionner porte sur la justice informelle, les normes techniques et la preuve technologique. Je pense qu'on peut difficilement imaginer des questions qui cadrent mieux dans la thématique de cette année des midi-conférences, qui est la justice dans tous ses états. La présentation de Kenza Sassi est claire, efficace, limpide et excessivement instructive. Alors tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est que vous ayez autant de plaisir que j'en ai eu à la visionner. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, je me nomme Kenza Sassi, je suis avocate et étudiante au doctorat en droit à l'Université de Montréal sous la supervision de Vincent Gautret. Je travaille en droit de la preuve technologique et je vous souhaite la bienvenue à ma présentation virtuelle sur les normes techniques et le droit informel, source de justice. Dans les 15 à 20 prochaines minutes, on va aborder quelques éléments qui sont rattachés à cette question, à commencer par voir comment elle est reliée au thème des midi-conférences des jeunes chercheurs de l'édition 2020. Le plan de ma présentation va comme suit. Alors d'abord, on va aborder les normes techniques, voir de quoi il s'agit. C'est un peu le cœur de ma présentation, alors je pense que c'est important qu'on s'y attarde. Puis on va regarder les fondements de ma réflexion, un peu comment est-ce que je suis arrivée à me questionner sur ce sujet-là, mes intuitions préliminaires et enfin les mises en garde. Donc, vous voyez que dans mon plan de présentation, il n'y a nulle part où je vous donne une réponse complète. En fait, je vous indique tout de suite que 15 à 20 minutes, c'est définitivement pas suffisant pour couvrir le cœur de cette question juridique-là. Elle est beaucoup plus large que ce qu'on va couvrir. En fait, une bonne partie de ma réflexion de thèse, moi, y est consacrée. Alors, évidemment qu'on fera pas ça ensemble en 15 minutes, mais je vais tout de même tenter de vous exposer les grandes lignes de ma pensée sur ce sujet-là, au stade actuel où j'en suis, essayer de vous éveiller un peu quant à son importance, puis je l'espère susciter en vous quelques pistes de réflexion. Alors on débute. Alors d'abord, les normes techniques, de quoi il s'agit? Eh bien, le thème de midi-conférence des jeunes chercheurs s'inscrit dans le programme scientifique du CRDP, qui est le Centre de recherche en droit prospectif. Et c'est autour d'une thématique qui est la justice et changement. Plus précisément, pour les midi-conférences, les conférences tournent autour du thème « La justice dans tous ses états ». Et c'est en voyant cette proposition de thème qu'est arrivée à moi la réflexion quant au sujet de la présentation d'aujourd'hui. Dans le cadre de mon projet de thèse, j'étudie la possibilité d'intégrer les normes techniques aux règles qui encadrent en fait le droit de la preuve technologique. Mais ça pose de grandes questions quant à la possibilité de considérer que les normes techniques soient source de droit ou pas. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important qu'on se questionne quant à ce que j'entends par normes techniques, parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec le concept. Évidemment, là, j'ai pas mon auditoire devant moi, je vois pas vos réactions, là, donc je vais prendre pour acquis qu'on va établir ensemble le concept. Alors, les normes techniques, elles entrent dans la grande famille des normes dites alternatives. Vous avez peut-être déjà entendu parler des normes ISO ou des normes CEI. Ça, c'est deux types de normes techniques. J'emprunte la définition suivante au professeur Karim Beniklev. Puis d'ailleurs, à la toute fin de la présentation, je vous mettrai les références si vous voulez aller, si les sources vous intéressent. Donc, on peut définir les normes techniques comme étant une sélection de données techniques qui méritent d'être érigées au rang de référence pour l'homme de l'art. Contrairement au standard de fait qui n'est pas défini par des institutions, mais imposé par le marché,
La norme technique, aussi appelée standard technique officiel, est formalisée dans un document dont l'adoption est volontaire, fruit d'un consensus impliquant l'ensemble des parties intéressées, bénéficiant de l'approbation d'un organisme de normalisation mandaté et reconnu. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette définition-là. En gros, on retient que les normes techniques, elles peuvent un peu jouer le rôle de repère. Peu importe le domaine dans lequel on se trouve, un professionnel de ce domaine-là va pouvoir se baser sur les normes techniques applicables à son milieu pour avoir une meilleure idée du meilleur standard dans cette industrie-là. Ça permet aussi aux consommateurs de savoir qu'un certain niveau de qualité, de sécurité ou de conformité est atteint. On peut donc dire des normes techniques que c'est un peu comme une liste des meilleurs standards d'une industrie. Et si on parvient à démontrer qu'on répond à certains critères, alors on va obtenir une certification qui le confirme. Et c'est un peu ça qui permet de démontrer là, qu'on atteint le standard. En général, on retrouve les normes techniques via les organismes qui les instituent. Alors, je vous parlais des normes ISO un peu plus tôt. ISO qui signifie International Standardization Organization ou Organisation internationale de normalisation en français. Et ISO propose des normes utilisées partout dans le monde. Alors, je vous en donne 5 pour vous donner un peu une idée de quoi il s'agit concrètement. D'abord, les normes sur le management de la qualité pour travailler plus efficacement et limiter les produits défectueux. Un peu tout ce qui est amélioration continue. Les normes sur le management environnemental pour réduire les impacts environnementaux, limiter les déchets et adopter une démarche plus durable, des normes un peu vertes. Les normes sur la santé et la sécurité pour prévenir les accidents sur les lieux de travail, les normes sur le management de l'énergie pour réduire notre consommation d'énergie et les normes sur la sécurité de l'information pour assurer la sécurité des informations sensibles, les normes un peu techno. Je donne ces exemples en fait pour vous faire voir que même si on n'en a pas nécessairement conscience, certains aspects de nos vies sont déjà encadrés par des normes techniques. En plus, les normes techniques, elles peuvent aussi être incorporées à même des textes législatifs ou des réglementations nationales en y faisant référence, puis ça, on va y revenir un peu plus tard. Alors maintenant qu'on part de la même base quant à la définition de ce qu'est une norme technique, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet et voir le lien entre ces normes techniques et le thème de la présente conférence. Alors je vous amène avec moi vers les fondements de ma réflexion. Je pars du principe suivant lequel la justice, telle qu'on l'entend généralement, elle découle d'une volonté du législateur qui va ensuite lier les justiciables. Une fois qu'une loi elle entre en vigueur, les citoyens sont tenus de s'y plier, évidemment. Puis, pour assurer que ça va être accepté, on s'appuie généralement sur l'élection démocratique des personnes qui ont le pouvoir de dicter des lois pour justifier puis légitimer les créations et les modifications législatives qui en découlent. Par contre, il y a certains aspects de la vie en société qui évoluent trop rapidement pour que le législateur il ait le temps de statuer en temps opportun. On peut penser évidemment, puis c'est le thème qui revient le plus souvent, les nouvelles technologies, quand on pense à l'intelligence artificielle, mais aussi par exemple à l'usage des réseaux sociaux qui est de plus en plus répandu, qui prennent de l'expansion, qui évoluent très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une séance à l'Assemblée nationale. C'est aussi le cas, par contre, des changements de mœurs qui sont rapides ou encore de la progression dans certains domaines qui sont très spécialisés comme l'aviation. Puis, évidemment, dans un contexte pandémique, il y a tout plein de choses nouvelles où on a besoin d'adapter des processus rapidement et des uniformiser. Pour ce genre de choses-là, les normes peuvent devenir super intéressantes. Alors, c'est dans cette avenue-là qu'il y a certains types de droits informels qui deviennent justement intéressants, comme c'est le cas des normes techniques. Maintenant, il faut savoir que c'est pas nouveau de voir des références aux droits informels. En fait, le droit informel, il est partout et il est utilisé à différentes mesures dans notre société déjà actuellement. Un exemple un peu évident de ce que j'entends par droit informel, c'est par exemple les règles de courtoisie. Si vous entrez dans un lieu, vous voulez aller à un comptoir de service, il y a des gens en ligne qui attendent un derrière l'autre, vous n'irez pas directement au comptoir. Vous allez presque instinctivement vous mettre à la fin de la file puis attendre votre tour. Pourtant, il n'y a pas nécessairement de panneau ou de règle quelque part qui vous indique que vous devez faire la file, mais vous le faites. C'est du droit informel, c'est des règles que vous connaissez et qui s'appliquent. C'est un exemple qui est un peu grossier, là, un peu imagé, mais ça illustre à quel point le droit informel il fait déjà partie de nos vies. Alors, ça ouvre un peu la discussion à savoir quelle est la portée qu'on peut lui accorder à ce droit informel-là qui n'est pas édicté par le législateur. Dans ce cas-ci, je trouve que les normes techniques, elles offrent une piste de réflexion qui est intéressante parce qu'elles s'adaptent
très rapidement aux nouvelles technologies. Mais de leur accorder une valeur qui est juridique, ça pose plusieurs questions. On se demande si c'est démocratique, si c'est sécuritaire, puis aussi si c'est légitime. Alors, dans le cadre du thème « La justice dans tous ses états », c'est la question que j'ai voulu aborder, donc l'état de justice qui peut découler de droit informel. Essentiellement, je me suis questionnée à savoir si la justice pouvait être rendue sur la base d'un droit informel ou s'il faut nécessairement passer par un processus plus traditionnel. Donc, je vais vous exposer maintenant mes intuitions préliminaires. Alors, je vais commencer par revenir un peu à la base, puis adresser le concept d'internormativité. C'est un concept qui n'est pas nouveau. Je crois qu'il est aussi de plus en plus facilement adopté, le fait qu'il y ait plusieurs normativités, plusieurs types de droits qui s'enchassent entre eux. Certains chercheurs, comme le professeur émérite Guy Rocher, posent même que le droit nécessite un pluralisme normatif de manière à être efficace. C'est donc dire que les différentes normativités sont non seulement acceptées, mais elles seraient même nécessaires à un système efficace. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les normes techniques peuvent être intégrées dans le droit sans plus de formalité? C'est là que les questionnements deviennent plus complexes. Il faut savoir qu'en droit canadien, ce type d'usage aux normes techniques n'est pas nouveau. J'invente rien. En fait, la loi sur les textes réglementaires, une loi fédérale, prévoit depuis déjà de nombreuses années la possibilité d'incorporer dans un règlement tout ou partie d'un document, ce qui peut donc inclure une norme technique. Et ça se fait par le biais d'un renvoi. Donc, le texte réglementaire va faire un renvoi à ce document-là externe. Cette possibilité, elle était prévue par la loi sur les textes réglementaires, mais plus ou moins encadrée. Alors, il y a une nouvelle loi qui entre en vigueur en 2015 pour vraiment venir poser cet encadrement-là, et c'est la loi sur l'incorporation par renvoi dans les règlements. Donc, cette loi-là, non seulement elle vient redire là, à quel point c'est possible d'incorporer par renvoi dans tous les textes réglementaires fédéraux, mais elle fournit aussi les lignes directrices nécessaires à l'application de ce pouvoir. En raison de cette possibilité-là, la réglementation fédérale, provinciale et territoriale au Canada, elle contient plus de 5000 références à des normes. Mais c'est surtout dans le domaine du droit administratif qu'on le retrouve. Et en quoi est-ce que cela, ça diffère du droit de la preuve, en fait? Eh bien, le domaine du droit administratif, il ne répond pas aux mêmes exigences juridiques. Il suffit d'assister à une audience administrative pour voir que les règles générales qui sont prévues au Code de procédure civile, puis qui s'appliquent normalement dans des audiences civiles de droit public, elles ne s'appliqueront pas de la même manière en droit administratif. Le droit administratif est régi par sa propre loi, la loi sur la justice administrative. Puis, évidemment, il y a des principes de base qui demeurent. Hein? Le droit de se faire entendre, le droit à une audience qui est juste et impartiale, tout ça, c'est là. Par contre, il y a beaucoup de formalités juridiques qui encadrent le droit public québécois qui vont pas se retrouver dans les audiences administratives. Et là, je suis pas du tout une experte de droit administratif, mais à la lumière de ça, je réalise que la question à poser, c'est peut-être plutôt la suivante. Est-ce que le droit public, lui, peut être encadré par les normes techniques, puisqu'on voit qu'en droit administratif, ça peut se faire? Alors, c'est sur la base de cette question-là que j'arrive à mes mises en garde. Je dois commencer par dire que quand j'ai eu des discussions sur ce sujet, quand j'ai débuté ma réflexion et que je discutais avec des professeurs, des chercheurs qui creusent les questions de gouvernance, d'internormativité, ils concluaient souvent aux deux mêmes choses. D'abord, ils m'indiquaient que c'est une question super pertinente. Personne ne m'a dit ça sert à rien essentiellement cette question-là. C'est une question qui est réellement pertinente. Mais la chose qu'ils me disaient, c'est qu'à leur connaissance, personne n'avait osé se tremper quant à fournir une réponse. Puis, je pense que ça s'explique par plusieurs éléments. Dans certains domaines, comme c'est le cas par exemple en preuve technologique, ça a déjà été souligné que les normes techniques, elles pourraient réellement se montrer une piste de solution efficace aux problèmes de capacité d'adaptation de la loi. Mais l'utilisation en droit public, elle est à un stade trop embryonnaire pour qu'on pose avec confiance que c'est évidemment la voie qu'on va devoir suivre pour les prochains changements qui doivent se faire dans ce domaine. D'un autre point de vue, par contre, ça a aussi été soulevé qu'il faut faire preuve d'énormément de prudence quand on s'aventure sur ce terrain-là. Parce que les méfaits potentiels d'une régulation technique sont bien réels, puis qu'ils pourraient très rapidement affecter une grande proportion d'individus. Pour les défenseurs de la prudence, les normes techniques, en fait, elles revêtent un caractère qui est tout simplement trop arbitraire. Le fait que les organismes qui édictent ces normes soient
somme toute indépendants, ils sont aucunement tenus d'agir en bon père de famille comme ce qu'on entend de nos gouvernements, et bien ça pose problème. Et comme il n'y a aucun contrôle, ni démocratique, ni constitutionnel, qui s'opère sur ces normes techniques-là, ça devient vraiment risqué de leur conférer un statut qui est équivalent à celui d'une disposition législative qui a été proposée conformément par une assemblée qui est démocratiquement constituée, puis qui doit donc un peu rendre des comptes aux citoyens. Et quand on regarde un peu au milieu de tout ça, il y a une position mitoyenne où je pense me situer, où est-ce qu'on reconnaît non seulement qu'il y a une grande pertinence quand même aux normes techniques, puis à toute la kyrielle de solutions auxquelles elles ouvrent la porte, mais elles requièrent effectivement un encadrement particulier, de manière à ce qu'on assure, puis c'est selon moi là que la clé est, à ce qu'on assure une certaine légitimité aux dispositions qui en découleraient. Donc, les normes techniques, en fait, elles ne seraient pas à proprement parler légitimes, puis elles ne seraient pas à proprement parler illégitimes. Elles auraient en fait le potentiel d'être légitimées dans la mesure où elles vont répondre à certains critères, notamment quant aux objectifs qu'elles visent. Et là, c'est ces critères-là qui sont pas simples à définir, puis s'ils l'étaient, ben, où serait le plaisir, hein? Alors, comment est-ce qu'on assure la légitimité d'une forme de droit de manière générale? Ben là, c'est là qu'on se met à vraiment avancer en terrain houleux, parce que bien que le concept de légitimité ait fait l'objet de nombreux ouvrages, il est encore extrêmement difficile d'en fournir une définition qui va être claire, qui va être reconnue, simple, que tout le monde va pouvoir s'entendre dessus, là, et qui va pouvoir s'appliquer à tous les cas. Par contre, on est quand même en mesure d'associer la légitimité à certains concepts sans trop se tromper. C'est le cas, par exemple, du concept de légalité. Je suis pas en train de dire que parce qu'une disposition est légalisée qu'elle est nécessairement légitime. En fait, je pense pas que ce soit le cas. Mais il y a un lien indéniable entre les deux idées. C'est quand même des idées qui tournent beaucoup l'une autour de l'autre. Puis quand on considère légitime, on considère aussi ce qui est légitime, ce qui est fondé en droit. Puis c'est d'ailleurs la première définition que nous fournit le dictionnaire de droit québécois et canadien. Puis il ajoute aussi que serait légitime ce qui mérite d'être pris en considération par la loi, ou ce qui est conforme à la justice, à l'équité. Donc, en fouille sur le sujet, on retient qu'essentiellement, sera une disposition légitime ce que les gens visés par cette disposition vont considérer comme légitime. Puis c'est un peu en faisant là, ce cercle vicieux-là qu'on se rend compte que fort souvent, en fait, la nécessité de découler d'une instance qui est légitimement constituée est un prérequis pour pouvoir considérer une disposition comme légitime. Alors, à la lumière de tout ça, je vous fais la mise en garde principale qui est la suivante. Conclure à la possibilité d'intégrer des normes techniques dans des domaines de droit public, ça ne pourra pas se faire, selon moi, en une seule étape. Cette réflexion nécessite de passer à travers différentes strates de questionnement et réussir plusieurs tests. Il faut vraiment qu'elle passe étape par étape, puis qu'elle coche toutes les cases pour pouvoir parvenir à dire oui, c'est bon, ça peut se faire en droit public. Parce que la portée de cette conclusion-là, il faut être conscient que quand on s'aventure à fournir une réponse à une question comme ça, surtout comme c'est mon cas, où je regarde vraiment un domaine spécifique que j'ai en tête, la preuve technologique en l'occurrence, ben, j'ouvre la porte à l'application de cette théorie-là dans d'autres domaines. Puis selon moi, c'est souhaitable parce que le droit, c'est vraiment un ensemble, c'est interrelié. Mais c'est aussi risqué parce que la portée de nos réflexions peut réverbérer bien plus loin que où on peut voir que ce qu'on peut prévoir, puis ce qu'on peut même évaluer en fonction de la position où on se situe. C'est donc de manière un peu frileuse que j'avance sur cette route-là, mais je pense que c'est nécessaire. Je profite donc de l'occasion, puis de l'auditoire qui est virtuellement devant moi, mais qui est mis à ma disposition par le biais des midi-conférences des jeunes chercheurs, pour vous inviter à vous joindre à ma réflexion. Non seulement si vous vous intéressez comme moi au monde de la preuve technologique, au lien entre le droit et le numérique, mais aussi, et peut-être encore plus, si vous vous intéressez à un domaine de droit public qui est aucunement relié à la preuve technologique. Je pense que c'est vraiment en ayant une discussion d'ensemble, globale, qu'on va pouvoir arriver à une réponse qui va être pertinente, qui va être applicable et réfléchie, puis à cette question-là qui, à mon sens, mérite réellement qu'on s'y intéresse.
Alors sur ce, j'aimerais remercier la coordination scientifique du CRDP, principalement Eve Gaumont et Lydie Rivas-Zanou pour leur encadrement des présentes midi-conférences. Je remercie aussi mon directeur de thèse pour les échanges sur le sujet. J'espère que la présente conférence va vous avoir apporté quelque chose, puis je demeure évidemment entièrement ouverte pour toutes questions, commentaires, réflexions et échanges sur le sujet. Là, je mettrai mon adresse courriel dans le bas de l'écran. Je vous remercie et au plaisir.